Bonjour à tous et à toutes, je suis Simon et je suis là pour vous causer de Godzilla vs Kong, ou plutôt du gigantesque bazar qu'engendre en France la sortie de ce blockbuster qui est produit par Warner et qu'on attend beaucoup. C'est Godzilla. Vous l'avez peut-être remarqué, sur écran large, on est le genre de cinéphile ou de cinéphage qui aime autant vous causer de Justice League que du dernier Malik. Et du coup, en ce moment, il y a un film qui se profile, dont on discute pas mal, dont on partage beaucoup d'éléments parce qu'il nous excite beaucoup. C'est un film dans lequel un lézard radioactif se bat avec un singe à l'hygiène douteuse. Alors non, ça n'est pas une fanfiction avec Geoffrey et moi, pas du tout. Il s'agit évidemment de Godzilla vs Kong, qui est réalisé par Adam Wingard et qui vient donc tout simplement apporter une troisième énorme pierre au Monsterverse qui a été entamé en 2014 avec Godzilla. Eh bien, comment dire, il y a un gros souci, c'est qu'on a très envie de vous en parler, mais on ne va pas pouvoir en parler. Ou plutôt, on ne va pas pouvoir en faire la critique. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, et ça nous ramène jusqu'à Wonder Woman 1984, il y a quelques mois. Rappelez-vous, Wonder Woman, il aurait dû sortir il y a bien longtemps, et puis, merci la crise sanitaire, merci la fermeture des cinémas, il a été repoussé, puis il a été repoussé. Ensuite, il a été repoussé, et après, il a été encore repoussé, tant et si bien que malgré la réouverture des salles, eh ben, il nous est à nouveau passé sous le nez, les salles ont refermé, la deuxième, quatrième, cinquième, sixième, 27e vague de coronavirus est arrivée, et bref, au final, il est sorti au moment des fêtes de Noël aux États-Unis, au cinéma et sur HBO Max, et chez nous, rien du tout. Il est sorti en téléchargement et on n'a pas pu vous en parler à ce moment-là, on n'a pas publié la critique. Et il est en train de se passer la même chose avec Raya, qui n'est toujours pas officiellement disponible en France, alors qu'on a plein de lecteurs, de viewers, de spectateurs d'écran large qui nous disent « Eh, moi je l'ai vu, il est comme ci, il est comme ça !» Bah ouais, Jean le Clodo, mais je peux pas t'en parler, moi. Eh bien, ce gros bazar va se reproduire très probablement avec Godzilla vs Kong, et on va vous expliquer tout simplement quelles sont les conséquences pour nous, pour vous, et pour le milieu du cinéma en général. Comme vous le savez sans doute, peut-être, Godzilla vs Kong sort ces jours-ci aux États-Unis simultanément en salle, dans les salles qui sont ouvertes, elles ne le sont pas toutes en Amérique, et aussi sur la plateforme HBO Max, qui est la plateforme maison, la plateforme de streaming de Warner, qui produit le blockbuster. Et là, la France, elle a un double problème. Premièrement, nos salles sont fermées et on ne sait pas quand elles vont réouvrir. A priori, pas tout de suite. Et en plus de ça, Warner n'a toujours pas pu installer, enfin n'a pas encore installé en France sa plateforme HBO Max. Du coup, comment faire, sachant que s'ils le sortent en plateforme, ça deviendra très compliqué de le sortir en salle. S'ils attendent pour le sortir en salle, ça devient compliqué de le sortir en plateforme parce que la chronologie des médias prévoit un grand laps de temps entre ces deux types de sorties. Du coup, pour l'instant, on ne sait pas quand et comment sortira Godzilla vs Kong. On va pas se mentir, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il est évident que du moment qu'il sera disponible, fût-ce illégalement, eh bien, il y a plein de gens, il y a une fraction notable de ces spectateurs potentiels qui vont aller le choper illégalement, le pirater. Que ce soit pour le regarder avec des potes de chez eux, ou que ce soit pour pouvoir en faire une vidéo, une critique, une recension sur YouTube, en expliquant que bien sûr ils l'ont vu avec un VPN. Il faut savoir que pour nous, c'est quand même un sacré crève-cœur, parce qu'on a très envie de parler du film, et ce moment-là, la sortie américaine, ce sera le bon moment pour en parler. Tout simplement, je veux dire d'un point de vue un peu cynique, un peu terre-à-terre, un peu pratique, tout simplement, parce que comme beaucoup de gens vont le regarder simultanément, beaucoup de gens vont le rechercher, le moment de curiosité, le momentum d'attractivité du film sera probablement à son maximum, et que littéralement, pour nous qui voulons en traiter, c'est le meilleur moment pour pouvoir accrocher de l'audience, faire de l'audience, bref, parler d'un film qu'on aime, mais en parler dans des conditions qui fassent que ce soit un espace de débat, d'audience, bref, pour échanger avec vous. C'est pour nous le meilleur moment, théoriquement, pour en causer. Sauf que pour plein de raisons, on ne peut pas le faire et on ne veut pas le faire. Tout d'abord, ça nous mettrait dans une position intenable. On ne pourrait pas prétendre bien faire notre boulot, d'un côté en causant d'un film qu'on est allé pirater, c'est-à-dire voler, et ce qui revient quand même à vous dire par extension, les gars, allez-y, chopez-le, faites pareil. Alors attention, on n'est pas vos parents, on n'est pas la police, on n'est pas l'État français. Il ne nous revient pas de vous dire quoi faire et comment vous comporter. Nous sommes parfaitement illégitimes pour vous donner des leçons de morale ou pour vous dire ce qui est le bien, ce qui est le mal. C'est pas notre boulot. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas légitime à vous dire quoi faire qu'on serait légitime à faciliter, à légitimer le vol, clairement pas. Et puis, il y a une autre raison importante, c'est qu'on ne travaille pas qu'avec vous. Vous n'êtes pas les seules personnes avec lesquelles on interagit. Tout au long de l'année, nous, on échange avec des attachés de presse, des producteurs,
des distributeurs, des exploitants de salles de cinéma. Vous imaginez bien, on ne peut pas revenir les voir pour travailler sur un autre film ou tout simplement quand la situation sera revenue à la normale en leur disant « Bon, on est désolé, hein, c'était un peu l'urgence, du coup on vous a piraté votre énorme film sur lequel vous comptiez. Ah vraiment, hein, celui-là, on a aspiré le tuyau jusqu'au bout, mais bon, c'était la crise, hein, allez, soyez sympas, on se reparle. » Non, évidemment, c'est pas possible. Ça reviendrait, si vous voulez, à interagir avec des gens pendant qu'on est en train de scier la branche sur laquelle ils ont du mal à rester assis. Branche sur laquelle nous aussi on a l'ambition d'être, on a l'ambition de faire partie de l'écosystème, de la vie culturelle, du microcosme, du cinéma et de sa transmission. Donc on peut clairement pas faire ça, c'est pas possible. On voulait donc vous expliquer cette situation pour que vous compreniez quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne verrez pas la critique de Godzilla vs Kong en ligne sur écran large, et bien tout simplement au moment où le film sera disponible illégalement ou légalement aux États-Unis. On voulait que vous sachiez pourquoi, on voulait être un peu transparent avec vous, pas vous faire la morale, juste vous livrer, on va dire, quelles sont pour nous les données de l'équation. Mais effectivement, à titre personnel, je me dis que si jamais cette vidéo peut vous donner envie d'attendre un petit peu, parce que vous n'allez pas attendre non plus 7000 ans, pour voir ce film-là légalement quand il sera chez nous, mais aussi tous les autres, c'est peut-être pas plus mal, parce que nous, ça nous impacte cette situation. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vont survivre et comment vont faire pour tenir les salles de cinéma si ces gros films disparaissent à cause de la situation actuelle, et si ces films ne revenaient pas parce que le retour à la normale, on va dire, apparaît comme pas si normal que ça pour les grands studios. C'est vrai? Comment elles font, nos salles de cinéma, pour continuer à tourner, pour revenir à la normale, pour faire vivre leurs employés, pour attirer des gens dans les salles, dans un monde qui a été profondément bouleversé, ou en tout cas dans un écosystème du 7e art qui a été profondément bouleversé? C'est des questions qui nous intéressent beaucoup, on pense qu'il faut se pencher dessus. Alors bon, on aurait adoré vous donner une interview d'un exploitant de salle de cinéma, parce que c'est eux qui sont évidemment le mieux placés pour en parler, mais vous le savez, on vous l'a souvent dit ici, on est une petite équipe, on n'a pas toujours de gros moyens, on a très peu de temps pour traiter chaque sujet, et puis pour être parfaitement honnête, moi tous ceux que j'ai contactés m'ont dit écoute Rio, tu nous fais un peu chier la bite, on n'a pas envie de te parler, donc voilà. Eh bah, encore une bonne vidéo de fête. Et où Geoffrey? Et en pause. Salut Mathieu, merci de nous accueillir dans le cinéma Les 7 Batignolles et de m'attendre depuis 2h30 dans ce fauteuil, sagement. Alors, tu es le directeur adjoint du cinéma Les 7 Batignolles à Paris, dans le 17e arrondissement. Pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, ce titre très impressionnant de directeur adjoint, est-ce que tu peux expliquer très simplement qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, bonjour à toi Geoffrey et bienvenue aux 7 Batignolles. Alors concrètement et de manière très synthétique, mon rôle, ça va être que quand un spectateur entre dans mon cinéma, c'est qu'il soit bien accueilli dans un environnement chaleureux et qu'il puisse aller voir son film correctement, être assis de manière correctement dans sa salle et surtout que le projecteur soit allumé et que le film se lance à l'heure prévue. Et d'ailleurs, ce qui fait avant tout l'attrait de mon métier, c'est justement le choix du film et de comment l'accompagner et de comment l'événementialiser. Parce qu'il y a surtout un travail d'éditorialisation à faire dans une salle et c'est ce qui est aussi le plus passionnant. Le sujet dont je voulais parler avec toi, c'est que c'est un peu le bordel, comme tu le sais, dans les salles. L'exemple qu'on a en tête aujourd'hui, c'est notamment Godzilla vs Kong. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il devait sortir officiellement le 24 mars. Et personne ne se disait que c'était possible puisque les salles sont fermées. Ils viennent d'annoncer qu'il sortirait finalement en mai. Il y a très peu de communication autour de ça. Je ne sais pas, de votre côté de la chaîne, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez que officiellement c'est censé sortir alors qu'il n'y a pas de salle, qu'il n'y a pas de communication officielle, que tout le monde attend en sachant très bien qu'il ne va pas sortir? Qu'est-ce que vous vous dites de votre côté de la ligne, du côté des exploitants? Tout d'abord, j'aurais quand même une pensée pour la Warner France, donc le distributeur Warner, parce que je suppose qu'eux aussi sont assujettis en fait aux décisions qui sont prises à Hollywood et qu'eux aussi doivent sans cesse improviser avec ce qui est décidé et surtout avec la situation sanitaire actuelle où on ne sait pas, du moins à l'heure actuelle où on tourne la vidéo, quand les salles réouvriront. Alors donc oui, j'ai appris tout à l'heure la nouvelle date de sortie donc, du mois de mai. Donc j'espère que cette fois-ci, ils auront raison et que les salles seront ouvertes à ce moment-là. En tout cas, ce qui est fou, c'est que tu l'as appris comme moi avant de venir tourner cette vidéo, parce que c'est vraiment arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'as pas de privilège, tu n'apprends pas avant nous, ou en tout cas peut-être en off, à t'avoir à le dire, mais en tout cas tu le découvres comme nous quand les films sont décalés, quoi. Il n'y a rien de... Effectivement, là je l'ai appris par la presse, mais en temps normal, donc hors Covid, souvent on reçoit des newsletters, des mails de la part de chacun des distributeurs pour annoncer leur line-up. Donc là j'imagine qu'on apprend les sorties des films avant le grand public.
Mais là, c'est une situation tellement particulière et les dates changent tellement d'une heure à l'autre que, effectivement, je pense que les distributeurs font aussi beaucoup d'improvisation, comme nous également. Et si on s'arrête sur le cas de Godzilla versus Kong, concrètement, quand tu l'as appris juste avant le tournage, là, qui sortait le 19 mai, a priori, ça change quoi pour toi? Est-ce que tu en discutes avec tes collègues en te disant est-ce que ça change de stratégie, est-ce que ça change vos plans, ça change des priorités, ou tu te dis... Un peu ta dernière réponse, c'est que là, on est dans une situation telle qu'il y a encore des films qui sont datés au mois de mars, par exemple. Mais on sait bien que ça va pas arriver. Et non, c'est juste que là, on attend une date de sortie et on sait que quand on aura une date de sortie, il faudra qu'on se mette dans les starting blocks et qu'on aura une course à faire. Et quand, exploitant de salle, t'apprends que Wonder Woman, il sortira pas au cinéma, est-ce que tu te dis panique? C'est un gros manque à gagner. Alors est-ce que vous ici, est-ce que dans la profession, tu sens qu'aussitôt il y a eu un vent de frustration, de colère, comme il y a eu à l'époque de Mulan, quand il a été privé de sortie salle? Alors pour répondre à ta question, je vais d'abord dire qu'en France, il y a plus de 2000 salles de cinéma, donc quasiment plus de 2000 exploitants, donc potentiellement 2000 avis divergents par rapport à cette question. Donc par rapport au cas Wonder Woman et au manque à gagner, ça dépend de quel côté du spectre de l'exploitation tu te places. Enfin, on se place. Typiquement pour les salles art et essai qui sont environ 800 en France, je ne pense pas que Wonder Woman ça soit un réel manque à gagner pour eux parce que de base ils n'allaient pas forcément le diffuser. Je pense qu'un film comme le Pinocchio de Matteo Garonne que devait sortir le Pacte en mars 2020 et qui a été vendu donc à Amazon les a plus embêtés que le fait que Wonder Woman sorte directement en vidéo. Par contre, effectivement, pour les multiplex, voire même pour un cinéma comme nous, on aurait aimé diffuser Wonder Woman. Après, j'essaie d'être toujours positif et de voir le bon côté des choses et de me dire que lorsque les salles vont réouvrir, on aura tellement de films à diffuser. Ça va être vraiment des choix cruciaux à faire pour savoir quel film on choisit, que d'avoir un film en moins. Même si celui-ci est énorme et attendu, c'est peut-être un mal pour un bien. Même si c'est horrible de dire ça par rapport à moi, parce qu'on aimerait ne pas se dire ce genre de choses. Mais là, après un an de fermeture, j'en viens à avoir ce genre de raisonnement en fait, parce qu'il y a l'habitude aussi qui est présente. Je sais pas si c'est du désespoir ou la force de continuer, c'est un peu un mélange entre les deux. Je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Mais en tout cas, je peux pas commenter cette décision de la Warner. Et encore une fois, je pense pas que ce soit les équipes françaises qui aient décidé ça. Et même eux doivent être dégoûtés de ne pas pouvoir sortir le film. Parce qu'ils ont dû bosser sur la sortie française. Au final, c'est des mois de travail. Oui, puis ils n'arrivent même pas à communiquer officiellement en disant voilà, on sort ce truc en DVD Blu-ray. Ils ne peuvent pas, j'imagine, ne peuvent pas nous répondre officiellement, à vous non plus, donc c'est un peu ce flou qui est étrange. En même temps, je vois pas comment ils pourraient nous envoyer un mail en disant finalement on sort ce film en Blu-ray, on est désolé. Et... Non, mais pour y avoir une annonce officielle, par exemple Sony avec Monster Hunter, ils ont vraiment un jour, on a tous reçu, c'était officiel, la parole était claire et unique. Le même jour, tout le monde a appris que Monster Hunter sortirait directement en DVD, Blu-ray et VOD. Au moins, il n'y a pas de doute. Monster Hunter, ça n'a pas la même échelle que Wonder Woman. Typiquement, Monster Hunter, ça sortirait sur beaucoup moins de copies que Wonder Woman. Ça aurait une exposition en salle moindre. Donc, c'est pas le même enjeu au niveau des entrées. Si Sony avait annoncé, je sais pas, que Venom 2 ne sortait pas en salle, ça aurait eu un impact différent. La question qu'on se pose tous aussi sur Wonder Woman, c'est est-ce que tu penses que c'est suicidaire de sortir un film comme ça en DVD? Et je m'explique, c'est que Wonder Woman, c'est un film qui a coûté 200-300 millions à faire et à vendre. Le premier a rapporté encaissé dans les 700-800 millions au box-office mondial. Le deuxième, clairement, il voulait sûrement taper le milliard. Est-ce que ce film qui en France sort finalement uniquement en VOD, en DVD et en Blu-ray, on peut se dire que c'est un peu une opération kamikaze, suicidaire, de toute façon on peut rien en faire, on le sacrifie, on le sort en vidéo. Moi j'ai l'impression que c'est un peu une sortie par dépit, savoir qu'ils veulent peut-être limiter la casse, en France du moins, et de se dire que en salle ça va être difficile de le positionner à la réouverture parce que le film est déjà disponible depuis 6 mois aux États-Unis et qu'il y aura une forte concurrence. Et d'ailleurs même eux-mêmes, ils auront des films à sortir. Est-ce que aussi ils se disent pas là on limite la casse, on sort Wonder Woman en vidéo, au moins on aura des rentrées d'argent
et on privilégie Godzilla vs Kong pour la réouverture. Parce que si la même semaine, ils proposent aux exploitants Godzilla vs Kong et Wonder Woman, ils vont se faire de la concurrence eux-mêmes. Donc ce qui n'est pas une position très agréable. Alors toi, c'est ton job, donc c'est sûr que c'est une question un peu compliquée pour toi, mais je me demande, tu penses que... alors pas tu espères, mais est-ce que tu penses que la sortie salle, c'est encore vraiment le levier économique le plus fort, le plus puissant pour des gros studios? Parce qu'on voit avec les plateformes de SVOD que tout le monde lance, le fait de en fait, maîtriser soi-même la chaîne et de ne pas avoir à reverser une partie aux exploitants, de maîtriser entièrement le truc, est-ce que finalement c'est pas l'avenir? Est-ce que les salles n'ont pas un gros risque en dehors de la pandémie? Est-ce que finalement sortir un blockbuster dans plein de pays, plein de territoires, de devoir donner la moitié, voire plus aux exploitants, est-ce que ça a un sens encore pour des films qui coûtent aussi cher? Question très très délicate. L'exemple de Wonder Woman, premier du nom, qui a fait en France donc 2 millions d'entrées. Donc la moyenne des billets en 2019, elle est de 6,75 €. Sauf que comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que ces genres de films sortent plutôt dans des multiplex, le prix du billet va plutôt osciller entre aux alentours des 8 €. 8-10 €. Donc là, ça fait quand même du 20 millions d'euros de chiffre d'affaires qui doit certes être divisé par 2 entre la salle et Warner. Mais du coup, là, on peut estimer que la Warner a environ engrangé 10 millions d'euros sur le sol français. Donc ça me paraît pas être une somme dérisoire pour pouvoir se passer de la salle à l'heure actuelle. Ouais. Mais je vais citer un exemple d'un chercheur à l'université qui a donné cet exemple. Il a dit, là, avec le confinement, beaucoup de personnes se sont mises à cuisiner, plus à faire du pain. Mais c'est pas pour autant, quand les boulangeries sont mises à être réouvertes ou quand les restaurants vont réouvrir, qu'ils vont arrêter d'aller manger au restaurant et arrêter d'aller acheter du pain. Là, c'est la même chose. C'est pas parce que les gens se sont abonnés plus à des services de streaming, qu'ils se sont peut-être plus équipés, je sais pas, une plus belle télé, un home cinéma, que pour autant, ils vont arrêter d'aller au cinéma, en fait. Parce que ça reste une sortie. En fait, c'est ça aussi qu'on oublie parfois de dire, c'est qu'en France, le cinéma reste le loisir préféré des Français. Et qu'avant d'aller voir un film, en fait, on sort au cinéma. Faut quand même se rappeler qu'il y a encore 15% des spectateurs qui, lorsqu'ils rentrent dans un cinéma, ils savent pas quel film ils vont voir. Donc, en quelque sorte, pour une partie des spectateurs, le film n'est que prétexte pour sortir au cinéma. Donc je m'en fais pas sur le fait que la fréquentation va continuer à être importante dans les salles françaises et que pour des distributeurs, quels qu'ils soient, y compris les majors, que la salle de cinéma restera importante dans l'équation économique d'une sortie de salle, enfin d'une sortie d'un film. Imaginons qu'en mai-juin, alors que tous les films commencent à dater maintenant en mai-juin pour la 14e fois, Wonder Woman 84 sort en mai. Est-ce que tu penses qu'il avait un vrai avenir en termes de business et notamment la question du téléchargement? Est-ce que le fait que le film soit téléchargeable illégalement depuis des mois, c'est vraiment un facteur qui peut abîmer la carrière ou tuer la carrière potentiellement d'un film aussi énorme que Wonder Woman? Ok, donc question sur le téléchargement et la piraterie. Est-ce que c'est si dangereux? Est-ce que c'est une question très délicate parce que concrètement, on ne connaît pas les chiffres réels du piratage en France. Enfin, Adopi a des chiffres. Ils aimeraient bien connaître les chiffres officiels, j'imagine. Oui, j'imagine aussi, mais c'est toujours aléatoire. Ce qu'on sait, c'est que les films a priori les plus piratés, c'est des films plutôt grand public, blockbuster, plutôt cinéma d'action. Ensuite, sur le cas de Wonder Woman, oui, le film est disponible en téléchargement depuis 6 mois et aussi sur HBO Max. D'ailleurs, un point qui n'a pas encore été posé par rapport à la question du piratage, même si c'est un point légal, c'est la question des VPN. Parce qu'avec les VPN, on peut avoir HBO Max. Ouais. Et d'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. Et est-ce qu'un jour, il y aura peut-être une régulation par rapport à ces VPN qui peuvent permettre d'avoir accès à des films qui ne sont pas disponibles encore sur le territoire français? Moi, la question que j'aimerais vraiment me poser et surtout avoir la réponse, c'est quand quelqu'un pirate un film, est-ce qu'il comptait, quoi qu'il arrive, le voir en salle si le film n'était pas présent sur sa plateforme de piraterie? Oui, est-ce qu'un pirate est forcément un spectateur qui a été perdu et retiré aux salles? C'est ça, en fait. Est-ce que le pirate continue à aller en salle et c'est juste qu'un soir, effectivement, il a envie de voir un film, il se dit bah, « tiens, celui-ci est présent, je le télécharge » et le lendemain, justement, il va au cinéma et il se dit « ah bah tiens, celui-ci j'ai déjà vu, donc je vais aller ailleurs ». Ça, en fait, on ne sait pas et ça me paraît être en fait une question assez cruciale.
Mais pour revenir sur des cas concrets, par exemple The Revenant, encore un film Warner, donc je suis désolé de parler que de la Warner, mais en même temps c'est autre sujet. Il était disponible, je me rappelle très bien, en très bonne qualité, un mois avant la sortie salle. En fait, je me rappelle parce que j'avais certains amis qui à l'époque l'avaient téléchargé, donc 2-3, ce qui est un très grand échantillon sur lequel baser mon analyse. Et en fait, ces 3 personnes m'ont dit il est génial, mais on ira le revoir en salle. Parce que The Revenant sur un écran de PC, ça n'a pas la même impact, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même ampleur que sur un écran de cinéma. Donc le film en France, The Revenant, il fait quasiment 4 millions d'entrées. Peut-être qu'il en aurait fait plus si le film n'avait pas été sur des plateformes de piratage. Mais néanmoins, je pense qu'effectivement, comme certaines personnes que je connaissais à l'époque, qui sont retournées en fait, pour se dire « Putain, le film est génial, mais en fait… Oui, ça peut quasiment être un tremplin qui peut donner envie d'aller en salle alors que les gens n'auraient peut-être pas été en salle. Ça peut donner envie de le redécouvrir, d'en profiter au maximum. Là, je ne peux pas forcément me positionner sur cette… En tout cas, c'est pas impossible. Oui, c'est pas impossible. C'est que la réponse est complexe. Oui, la réponse est très complexe et c'est un sujet qui n'est pas manichéen. Là où par contre c'est plus manichéen, c'est un autre exemple d'un film de Gareth Evans qui s'appelle The Raid 1. Donc The Raid 1, film indonésien. Oui, c'est bien indonésien. Hein. Je crois. Ouais. Donc il fait 180 000, 200 000 entrées en France. Okay. The Raid 2 n'en fait que 80 000. Alors que The Raid 1 avait quand même joui à l'époque d'une forte réputation et avait été vu vraiment par… Oui, le deuxième était boosté par l'enthousiasme autour du premier qui a gagné un statut culte au fur et à mesure. Et le 1 fait que 80 000 entrées. Donc comment l'expliquer? Et là, je ne vois rien d'autre que le piratage, parce que sur ce type de film, donc on va dire les films asiatiques, voire également le cinéma indé US, quand le distributeur n'arrive pas à avoir une date de sortie à cause de l'ayant droit ou pour d'autres raisons, doublage, sous-titrage, de date de sortie proche de la date de sortie du pays d'origine, c'est vrai que son film peut vraiment pâtir parce que ça reste entre guillemets du cinéma de niche qui souvent, c'est le cas de The Raid, peut avoir un plafond de verre à 200 000 entrées. Et donc quand tu sors la suite et qu'en fait la suite est disponible en téléchargement depuis 3 mois et que tu n'as pas réussi à le sortir en salle, pour des raisons d'ayant droit, pour des raisons techniques, c'est ça, que c'est sais-je encore. encore. Ils le subissent eux aussi. Ils le subissent. Ouais. Bah, c'est un énorme manque à gagner en fait pour ces distributeurs-là et pour ces films. Ce qui fait que ces films, on va les voir de moins en moins en salle française. Toutefois, le piratage est allé aussi avec une évolution de la consommation en fait de films, de séries. Et malheureusement, je pense que l'industrie, là encore peut-être que je me trompe, ne peut que s'adapter à la volonté du spectateur en fait. Quelque chose d'assez ironique, c'est que là, cette année, le piratage, selon différentes études qui sont sorties, a diminué, notamment pendant le premier confinement, parce qu'il y a une augmentation de la SVOD. Ouais. Donc ça veut dire que des services comme Netflix ont eu peut-être plus d'impact que Adopi pour faire diminuer le piratage en France. Ouais, d'accord. Ce qui signifie également que le biais économique du piratage n'est peut-être pas aussi significatif qu'on le pense, étant donné que des personnes préfèrent en fait payer un abonnement à Netflix, Disney+, ou acheter des films sur la Cinétech que de le pirater, si la proposition qu'on lui fait est bonne et semble correspondre à ses attentes. Donc si je résume cette vidéo, on a abordé plein de trucs dans tous les sens qui sont vachement intéressants, on espère faire d'autres vidéos sur tout ça. Moi je suis venu avec des questions me demandant à quel point d'autres gens, comme de ton côté, avaient des réponses sur ce foutoir, sur ne pas savoir quel film va sortir, comment on peut en parler, tout ça. Si je comprends bien, t'en sais pas beaucoup plus, il y a quand même beaucoup de flou, vous êtes un peu paumés comme nous. En fait, tout le monde les pros ne savent pas forcément et tout le monde essaie d'avancer un peu sans réellement savoir où parce que c'est beaucoup trop le bordel actuellement. En fait, à partir du moment où on ne sait pas quand réouvre le cinéma, on ne peut prendre aucune décision. D'ailleurs, ça serait absurde de prendre des décisions avant de connaître une date d'ouverture. Mais en gros, on est tous dans le même bateau, il n'y a pas grand monde qui sait exactement où ça va, mais on y va quoi. On y va gaiement quoi. On y va gaiement et on a surtout hâte qu'il amarre et que…
et que ça réouvre, quoi. Et à ton avis, qui est-ce qu'on devrait aller voir maintenant pour essayer de comprendre mieux si on doit aller voir un job dans l'industrie pour expliquer au public et nous-mêmes comprendre c'est quoi la prochaine étape, le prochain maillon de la chaîne? Déjà, il faut voir la Warner, parce qu'on en a beaucoup parlé. On aimerait parler à la Warner. En plus, super pour sympa. Des raisons aussi positives que négatives, d'ailleurs, parce qu'encore une fois, ils ont été les Warriors avec Tenet et tout, donc c'est super intéressant. Franchement, ils ont pris un risque que d'autres n'ont pas pris et c'est bravo à eux. Et non, en plus, la Warner, ils sont super sympas, donc allez-y. C'était intéressant tout ça, je repars avec plein de questions, mais merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir répondu à toutes ces questions, parce qu'on voit à quel point il y a plein de sujets qu'on voudrait aborder, donc peut-être à la prochaine dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas. Pour ceux qui suivent, et toi aussi, hein, tu sais qu'on finit toujours les vidéos par appel à abonnement et tout ça, mais cette fois on va le faire de manière un peu plus intéressante grâce à toi, dans une salle de cinéma. Donc je vais vous dire de vous abonner à Écran Large du fond de mon siège de cette grande salle de cinéma. Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce qu'on doit en faire d'autres? Sur quel sujet? À quel point vous êtes frustré, énervé comme nous? Dites-le nous. Et abonnez-vous à Écran Large, c'est ça le plus important. Salut!